Dans l'espionnage, vous avez les parano et les morts. If he is caught, he could be, in some countries, executed. Comment devient-on espion? Qu'est-ce qu'on apprend finalement en école d'espionnage? Son métier, on en parle à son mari, sa femme ou ses enfants? Quelles sont les techniques de manipulation et quels sont les gadgets qu'on utilise? Comment résiste-t-on à la torture? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Après François Hollande, il y a quelques semaines, sur la fonction de président de la République, dans cette vidéo, on va tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose sur le métier d'espion. Et pour tenter de mieux comprendre, on est allé rencontrer deux ex-espions. L'une a travaillé pour la CIA, l'agence de renseignement la plus connue des États-Unis. L'autre a travaillé pour le KGB, le service de renseignement soviétique du temps de l'URSS. Vous allez le voir, certaines de leurs réponses à mes questions sont surprenantes. I started to lie about everything, things I didn't even have to lie about. Je leur ai donné la candidature de ma fiancée. Ils m'ont dit non. Parfois, ça fait même froid dans le dos. Vous avez le droit de commettre n'importe quel crime. You are 100% using people all the time. C'est donc une nouvelle vidéo sur notre nouvelle chaîne et si jamais ça vous plaît, pensez à vous abonner pour nous soutenir et pour ne pas louper les suivantes. Pour donner un peu de contexte, vous êtes né en avril 1961 à Moscou. Vous intégrez ensuite l'Institut du Drapeau Rouge du KGB. C'est ça. Une école d'espionnage, on va dire. Comment est-ce qu'à la vingtaine, on intègre comme ça une école d'espionnage? Est-ce que déjà c'était un choix de votre part? Non, c'est pas un choix, c'est jamais un choix. D'ailleurs, l'espionnage, le KGB n'aime pas du tout les gens qui commencent à rêver comme ça, devenir des espions et de partir à l'étranger. Non, 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 non. C'est lui qui choisit ses candidats, c'est lui qui mène l'enquête et c'est lui qui vous contacte et qui vous propose. Vous pouvez accepter ou pas. Dans mon cas, effectivement, vous avez raison, ça s'est passé un peu d'une manière forcée. Quand je suis rentré au MGIMO, on m'a donné à apprendre le français à partir de zéro et je suis devenu tellement francophile que j'ai eu une superbe idée de participer à un concours linguistique de Radio France Internationale. Donc depuis mon lieu d'habitation qui était la Silicon Valley soviétique, donc une ville fermée dans laquelle les étrangers n'avaient pas le droit d'entrer, j'ai envoyé un télégramme à Paris pour participer à ce concours linguistique et bien évidemment j'ai été pourchassé par le KGB. En fait ils m'ont assez rapidement trouvé et suite à ça ils m'ont proposé de rentrer dans les rangs du KGB. It was a childhood dream of mine to work for the CIA. I grew up in the DC area. My father did top secret work. I was never quite sure what my grandfather did, but he led this kind of mysterious career where he was traveling all over the world, and wherever he happened to be, it seemed like there was a coup or something major happened. So I had my suspicions that maybe it was my legacy to become a spy. And as I grew to be a teenager, then that fascination kind of evolved into a fascination with James Bond and all things espionage. When you're applying for the CIA, you take a battery of psychological tests, drug tests, of course, physical tests. You're examined by a CIA psychiatrist who quickly deemed me a sexual deviant, and I thought my chances at the CIA were completely shot. Il faut maîtriser les langues étrangères, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut comprendre la problématique internationale. Parce que quand vous avez une source et qui vous apporte des documents, vous devez quand même juger un tout petit peu si vous balade. Et après, il y a les matières particulières. Donc déjà, psychologie opérationnelle. Parce que l'espionnage, il faut recruter les gens et il faut inciter les gens à trahir leur pays et à vous donner les secrets. Donc pour ça, on vous apprend à étudier les gens, à les lire, leur façon d'être, à comprendre leur motivation. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Et après, il y a les matières techniques aussi, parce qu'on utilise aussi les gadgets. Quel type de gadget, par exemple? Vous avez quasiment tous les gadgets qui sont montrés plus ou moins dans James Bond. Nous avions par exemple les micros laser qui pouvaient lire par la vibration des fenêtres. Votre voix produit des ondes et ces ondes font vibrer finalement toutes les surfaces plates qui sont autour de vous, dont les fenêtres. Et avec un laser, on peut capter ces vibrations et on peut lire en fait la conversation qui se passe derrière. Ce qui fait que maintenant, et dans les endroits qui sont sensibles, donc les services de sécurité équipent ces fenêtres d'un contre-vibrateur
Donc en fait, ils produisent des vibrations artificielles Qui brouillent les qui pistes. brouillent toutes les conversations qui sont dedans. Sinon, il y a aussi, par exemple, il y a un gadget qui est assez intéressant. Nos services techniques ont développé, par exemple, un émetteur qui pouvait transmettre en une fraction de seconde un énorme volume de données. Vous passiez, par exemple, devant un tel bâtiment où il y avait un récepteur, et en une seconde, tous les données étaient déchargées. Des données numériques. Numériques. Pendant vos études, vous tombez amoureux et vous souhaitez à ce moment-là après vous marier, mais le KGB vous dit non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je leur ai donné la candidature de ma fiancée et ils m'ont dit non. Et en réalité, avec des années, maintenant je le sais, que c'était un test. Mais c'était un test non pas pour elle, la candidature était blindée, était bonne. Ils voulaient savoir s'ils étaient capables de faire le choix entre l'amour et le service. It's very difficult to have a personal life when you're at the CIA, single or married, to be honest. 9 times out of 10, if you don't end up dating someone within the CIA, you end up dating a foreigner. And that's very problematic for your career. Anytime you date a foreigner, you have to have that person vetted by the Central Intelligence Agency. And it makes sense. You know, I would never complain about it because they need to know, does this person have any connections to foreign intelligence, or terrorism or extremism? But it's incredibly intrusive in your life. If you had a romantic relationship with a foreigner, you had to report it to headquarters and to the Office of Security, but you didn't have to report it if it was a one-night stand. So needless to say, for many of the male officers in particular, there were lots of one-night stands. And also, we would kind of joke about whether or not someone was worth the paperwork. But it's difficult to have a relationship because you can't tell the person that you're having a relationship with where you work. Or what you do. Even when they marry someone else in the CIA, part of that is for your job, you're lying. You're lying all the time. Yeah, I started to lie about everything, things I didn't even have to lie about. And it took a while after leaving the CIA to sort of shift out of that mindset. I was warned about it. A female case officer who was several years my senior, first, she said to me, we were in the CIA cafeteria when I just started training, and she said, take a look around because one day you're going to be married to one of these assholes. I mean, there's legendary stories about like a woman who was hired late in life to be a secretary at the CIA. I think this was, in the 1970s, and went in and realized her husband, who she'd been married to for 40 years, was a CIA officer, and she'd never known. When you start at the CIA in the clandestine service, probably the pinnacle of everybody's career is the training. The training is very high pressure, but it's also just really fun. I mean, we learned how to drive cars fast around racetracks, how to drive blindfolded sometimes. We had weapons training, land navigation, jumping out of airplanes. À l'école d'espionnage, à l'Institut Andropov, les premières 3 semaines, c'est un SAS commando. Et ils nous font sauter en parachute. Et là, il y a par exemple, sur 80 personnes de notre promotion, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas pu surmonter leur peur en fait, de se jeter dans le vide de l'avion, donc éliminées. Mais éliminées, pas physiquement. Hein. You also, after a couple months of paramilitary training, then you start tradecraft training. How do you detect surveillance? How do you figure out if somebody's following you? How do you travel an alias? We did a lot of filming of ourselves living our cover stories and lying. So you can see what are those tics you have when you lie. Do you look up at the ceiling? Do you do something with your hair? Those are the kinds of things you have to be trained not to do because you're about to enter a career where you're lying all the time. The training is intended to put a tremendous amount of time and psychological pressure on each of the trainees. And part of that is because they just want to see how you cope. Long before Osama bin Laden was a household name, he was certainly enemy number 1 at the CIA. And in weapons training, we would hang pictures of Osama bin Laden, sometimes Saddam Hussein, at the targets, and we would shoot at them. I think having us do that kind of thing, it created this sensation that we were part of this really elite cadre and that we were going to save the world. And I quickly realized that that was far from the case.
c'est une vie de rêve quand même. C'est ça aussi peut-être quelque chose de réel par rapport à James Bond, parce que James Bond passe beaucoup de temps avec le champagne à la main, même si on ne couche pas avec toutes les belles filles qui passent, même si on ne fait pas les courses en voiture, mais en fait les rounds diplomatiques, les réceptions diplomatiques, ça c'est donc costume, cravate, belle vie, les dîners, les déjeuners, les réceptions, ça existe réellement. Et justement, donc même question pour Bureau des légendes. Qu'est-ce qui, selon vous, est réaliste? Qu'est-ce qui l'est moins dans le Bureau des légendes? Ce qui n'est pas réaliste du tout, c'est déjà l'organisation de leur bureau. Vous rentrez dans le Bureau des légendes et vous voyez 30 écrans avec le logo, très très beau logo de la DGSE. Mais bien évidemment, ça n'existe pas. Un open space dans toute, même la CIA. C'est pas une start-up. Ouais, non, mais faut pas déconner quand même. Parce que nous, par exemple, on avait des bureaux, on était à 2 dans les bureaux, on avait des dossiers, mais bien évidemment, la personne qui était en face de moi, je savais jamais quel dossier il traitait, et lui ne savait quel dossier je traitais. D'habitude, on vous fabrique une légende, ça veut dire on vous fabrique un nouveau nom, on vous fabrique les documents, et la plupart du temps, ça doit être de la nationalité soit du pays ami de pays dans lequel vous faites du espionnage. Ça veut dire, aux États-Unis, par exemple, on pourra vous construire une légende d'un Anglais, d'un Français, d'un Canadien, d'un Mexicain, d'un Allemand. Mais pas de Polonais, de Bulgares, de Soviétiques, etc. Pour moi, c'était une exception parce que je suis venu déjà, j'étais tellement connu que c'était pas la peine de me construire une nouvelle légende. Et je suis venu sous mon propre nom, mais c'était une exception. À partir de 82, quand j'étais encore étudiant, on m'a proposé de travailler pour la télévision. Et donc, je participais à des émissions de télévision sur le français, en français. J'ai participé dans ces émissions pendant 14 ans. Donc, avant le KGB, pendant le KGB et après le KGB. Dans un rôle de journaliste. Dans un rôle de journaliste, mais un vrai rôle. Ça veut dire que je ne jouais pas, j'étais journaliste. Ça veut dire que j'avais mon émission, j'avais ma tronche qui paraissait à la télé. Finalement, ils ont compris que c'était la meilleure des couvertures. Vous téléphonez en disant je suis journaliste, bonjour, je voudrais faire une interview. Ils sont contents. Boum, il y a Hugo qui m'invite, on commence à bavarder. Et ça se trouve que votre père est un haut diplomate ou votre mère est une haute responsable au ministère de la Défense, boum, 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 et voilà. Je vais quand même me renseigner pour voir s'il n'y a pas des espions dans mon équipe de journalistes. On va quand même vérifier tout ça après. I had multiple covers. So before I would go on an alias trip, first of all, I would have to travel to a whole different part of the world in order to retrieve my alias documents. And then I would spend, a good hour or so, sometimes just in a bathroom stall at an airport or restaurant or whatever, studying my alias documents and, reminding myself what my new birthday, my new social security number is, and all of that. I was in Macedonia, in former Yugoslavia, and I was on my bicycle, actually. And I was riding my bike up to the top of a mountain so that I could make a chalk mark on a water fountain, which is something that spies do when they want to signal one of their sources. We won't be meeting this month or whatever. So I was going to make a signal for one of my sources. And as I was riding my bike up, I noticed 3 kind of motley looking pseudo soldiers, and they all had weapons. So this was actually not that unusual in the country at that time. I just rode my bike past them. And then as I was coming down the mountain and I saw them see me and I saw them all jump into the bushes, my heart just started to beat and I wasn't quite sure what to do. And I was wearing a baseball cap, I probably looked like a guy, and they had thought that maybe I was someone from the rebel army. It turned out that I stopped and started talking to them, and we had concerns about Macedonian nationalism at the time, and one of them clearly was connected to Macedonian nationalist groups. So I started to develop him as a source of information. And I think it's that kind of thinking quickly on your feet and not panicking, or that really the CIA is looking for. On n'a pas peur parce qu'on est protégé par l'État. Ça veut dire que l'État, quand même, vous savez très très bien que vous avez le droit de commettre n'importe quel crime. Vous avez un État derrière vous. Un service énorme et un État derrière vous. Donc il fera tout pour vous sortir du truc. Donc ça vous donne une tranquillité d'esprit. Tout se gère. Vous dites parano, moi j'ai l'habitude de répondre, dans l'espionnage vous avez les paranos et les morts.
Si vous voulez pas être mort, il faut devenir parano. C'est lorsque vous perdez la peur, c'est là où vous risquez le plus. Parce qu'il y a plus le mécanisme, il n'y a plus la petite sonnerie qui va vous dire « Oh là là, tu as dépassé les bornes ». I think the foremost quality you have to be a good spy, it's that ability to read a situation, sense if you're in danger, come up with a plan to get out of that situation if you are, and to be able to adapt very quickly. You know, your fake mustache falls off. What are you going to do? Like, you have to be someone who has a cover story in your back pocket. It's that characteristic that I think is really impossible to train. On nous dit que c'est une éventualité qui peut arriver. En revanche, on nous rassure aussi que ça arrive très rarement et ça arrive dans certains pays seulement. En revanche, il nous expliquait que de toute façon, si ça vous arrive, vous pouvez raconter parce que de toute façon, quelqu'un qui vous torture, tant que vous n'avez pas raconté tout ce que vous avez à raconter, il ne vous lâchera pas. Donc de toute façon, c'est pas la peine de jouer au héros, c'est pas la peine de dire non, je vous dirai jamais rien. Déjà comprendre la personne. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir la connaissance de bavarder avec la personne, comprendre ce qui la motive, quelles sont ses peurs, quelles sont ses préférences. On a trop tendance à dire, par exemple, on va faire chanter quelqu'un. Et en réalité, c'est la dernière chose à laquelle nous on pense. Ça s'appelle la motivation négative. Ouais. Tandis que la meilleure motivation, c'est la motivation positive. La personne où elle-même, en fait, voit l'intérêt et se dit… C'est ça. Ça veut dire que c'est les fameux MICE en anglais, donc Money, Ideology, Confirmation et Ego, donc les 4 piliers, puis on peut rajouter le sexe. Que si la personne est motivée positivement d'elle-même, elle fera 10 fois mieux que si vous la contraignez. And what's ironic about that is you're kind of looking for the opposite of you. You're not looking for someone who feels really patriotic and wants to serve their country and is in this exciting career. You're looking for someone who maybe feels underappreciated at work, who's bitter about how his government works, who has some kind of vendetta. And as the CIA officer, you're playing upon those weaknesses and those motivations and vulnerabilities to try to get that person to give you information. It's a very long process. Sometimes developing a human source can take months, even years. We'll get on with it then. Nothing can be as painful as listening to you talk. It's incredibly challenging and incredibly stressful, less because you're worried about yourself and your own life, but more because you're worried about your sources. When you actually recruit a source and he starts working for the US government and you're paying him money, he's putting himself at tremendous risk. If he is caught, he could be, in some countries, executed, in many countries sent to jail for the rest of his life. So having that burden of responsibility on you it can be overwhelming at times. I still believe that human intelligence provides an important service and function to any country. It's not going to go away. We just have to get better at doing it. Moi, je suis persuadé que le métier d'espion est en train de mourir. On n'aura plus besoin d'un espion dans le sens classique du terme, parce que le monde est interconnecté actuellement tellement que finalement, c'est les GAFAM qui sont devenus les vrais espions et non même pas les États. In some ways, social media and the digital world has made the job of a traditional human intelligence officer easier, because information that we used to have to spend years ferreting out or eliciting, people are posting it on Facebook. But the digital world presents a whole host of new challenges and threats. Bien évidemment, tous les gens qui sont dans les services d'espionnage, ils vont vous dire, ils racontent n'importe quoi, non, on a toujours besoin de nous parce que on sait encore découvrir des secrets. En fait, c'est du pipeau.